Tu disais, Moana, qu'à Tahiti, c'était Taora qui avait créé le ciel et la terre avant les hommes. Taora était dans le vide, avant la terre et avant le ciel. Oui, ça ne devait pas être très confortable. Comme Taroa était certain d'être seul, il s'est mis à crier. Ouais, c'est l'origine du chant tahitien. Daniel Margueron est un passionné d'histoire et de littérature océanienne. En 1997, lors d'une interview réalisée pour le documentaire Henua et Nana, il nous parle des premiers écrits sur les îles Marquises, de leur influence sur l'image des Marquises en Occident. Les images additionnelles proviennent des fonds Ika et Laurent Keugler. Au moment de la découverte et jusqu'à la colonisation, la vision qu'on a eue de ces deux archipels était à peu près identique. Mais c'est à partir du moment où il y a eu évangélisation, colonisation, que l'archipel des Marquises s'est peut-être moins bien défendu que les îles de la Société. Alors, Tahiti a conservé son mythe qualifiant, tandis que les Marquises, au contraire, ont été perçues selon un mythe inverse. Alors que dans la réalité, parce qu'en fait là on est dans la fiction, dans la réalité, la situation des deux archipels, sur le plan démographique, sur le plan des maladies, sur le plan de la culture, n'était pas très très éloignée en réalité. Donc c'est plus une vision, une perception extérieure qu'une réalité profonde. Donc les Marquises sont devenus le mythe négatif de Tahiti en quelque sorte. Les premiers écrits sont ceux des navigateurs espagnols, donc ça remonte au XVIe, les premiers textes, et puis après il y a eu cette longue période sans personne, et puis il y a le voyage de Marchand, le voyage de Cook à la fin du XVIIIe. Marchand, c'était une mission commerciale, mais la découverte du Pacifique s'est faite d'abord par la recherche du continent austral, le fameux continent que l'on cherchait qui devait équilibrer l'hémisphère nord. Donc le premier intérêt a été, je dirais, on pourrait dire scientifique, si on veut. Mais très rapidement, pour des raisons financières, tout simplement, les navigations avaient un côté scientifique, un côté commercial évident. Et elles passaient d'ailleurs, elles revenaient souvent par la Chine, où on prenait du fret, en quelque sorte. Donc des missions commerciales jusqu'à l'arrivée de Duff, qui était donc une mission d'évangélisation. Et après, au XIXe siècle, alors c'est les baleines, les baleiniers qui inondent le Pacifique Sud. Les santaliers également.
Alors, pour les écrivains du début du XIXe siècle, ce sont plutôt des récits de voyage encore. Et les premiers écrivains arrivent dans les années 1830, hein, dans le Melville, bien sûr, puis Radiguet avec du Petit Thouars, et la fiction naît à ce moment-là. Et le récit du secrétaire de l'amiral du Petit Thouars est merveilleux, les derniers sauvages, parce que il crée le thème de l'idylle entre un Européen et une Vainée. Et on retrouve donc là, avant Loti, avant tous les autres, on trouve déjà ce thème de l'idylle de courte durée et dramatique, puisqu'au fond, l'Européen va communiquer à la jeune fille la tuberculose et donc elle va mourir. Donc il y a déjà ce thème, hein, de la mort des îles. Jadis, le haut-lieu était l'objet de soins assidus. Nul arbre, sauf le bagnan sacré, ne pouvait empiéter sur ses gradins. Aucune feuille morte pourrir sur son pavé. Les joints de pierre étaient lisses et on m'a dit qu'elles-mêmes étaient huilées. Tout autour, dans leur hutte subsidiaire, habitaient les gardiens chargés de la surveillance et du nettoyage. Nul autre pied humain ne pouvait l'approcher. Seul le prêtre, au jour de sa course, y venait dormir, peut-être pour rêver de sa besogne impie. Alors, c'est vrai que les marquises ont été perçues pendant tout le XIXe siècle, et l'ont été d'ailleurs, comme des terres d'aventure. Les exemples sont nombreux, Melville, Stevenson, etc. Et même Ségalen, l'histoire des immémoriaux, Ségalen la place à Tahiti, mais en réalité l'inspiration vient des récits, des généalogies, des récits cosmogoniques qu'il a entendus aux marquises. Donc les marquises ont été effectivement une terre, disons, d'aventure, peut-être parce que la culture est restée un peu plus elle-même, peut-être que l'accès à l'île étant plus difficile aussi. Au fond, c'est devenu une terre d'aventure, et Melville, dans Taipi, a montré ce que pouvait être une intégration relative dans ce qu'il appelait cet Éden cannibale. Maintenant, pour la réalité, pour la période contemporaine, je pense que ce qu'il faut que l'on attende, c'est la prise de parole, voire la prise d'écriture par les marquisiens de leur propre identité. Mais je pense que forcément, ce que les marquisiens diront d'eux-mêmes, ou disent déjà d'eux-mêmes, est différent de cette vision un peu exotique que les Occidentaux ont diffusée sur les marquises. Alors là, je ne peux pas très bien vous répondre pour Melville, mais je pense que comme la plupart des écrivains, il a pris des notes, mais il a écrit en Amérique. Et d'ailleurs, contrairement à la peinture qui se fait sur place, la plupart des écrivains ont écrit en dehors de la Polynésie. Ils ont pris des notes, ils ont fait des schémas, des graphiques, etc. Mais le travail de création a toujours été fait en dehors de la Polynésie. Et je pense que ça a une certaine incidence sur le contenu, sur le mythe, un peu nostalgique, un peu sentimental de cette Polynésie dont on s'est détaché, dont on s'est arraché peut-être difficilement. Mais pour répondre vraiment précisément à votre question, il faudra aller, disons, dans le fond qui a les archives, hein, de Melville. Pour Ségalen, on a aujourd'hui, par la famille de Ségalen qui existe encore, on a les brouillons. On peut lire les brouillons de Ségalen, les notes qu'il prenait, ça on les a. Et on voit donc l'inspiration, comment les immémoriaux ont été conçus, portés et en partie, disons, imaginés, même s'ils ont été écrits à Brest. Alors le portrait est assez dramatique parce que ce sont les îles de la désolation. Ce sont les îles qui, jusqu'aux années 1930, sont des îles cimetières, des îles un peu hôpital, où les gens sont en train de mourir et sont résignés à mourir. Et donc il y a toute cette thématique de la mort des îles, de la mort de la culture, du choc fatal, ou de l'évangélisation, ou de la colonisation. Et donc il faudra attendre l'action, disons, coloniale du docteur Rollin et d'autres pour que la démographie se redresse. Mais la vision
de la fin du 19e, c'est les Marquises sont en train de mourir. Il existait aux îles Marquises, il y a un peu plus d'un siècle, une civilisation très évoluée que connurent les premiers voyageurs et les missionnaires. C'est surtout par leurs récits, par leurs notes d'observation directe que l'on peut reconstituer à peu près les mœurs, coutumes et industries des anciens marquisiens, car les monuments disparaissent. Aujourd'hui, les Marquises, la vision qu'on a des Marquises est une vision positive, enfin, exotique si on veut, par certains côtés. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas toujours été le cas. Donc aujourd'hui, les Marquises s'identifient au fond à la vision qu'on a de Tahiti. Et elle est donc, elle a été véhiculée par un certain nombre de navigateurs, le Toumelin, Antoine, bien sûr par la présence de Brel également dans les années 70, et Moitessier également qui est passé aux Marquises. Donc aujourd'hui, il y a le thème marquisien s'est banalisé dans la vision qu'on en a.